Bonjour chers élèves, ravi de vous rencontrer donc sur la chaîne éducative. Je suis Mohsen Massaoudi, enseignant au lycée Gafour 2, Siliana. Je vous présente aujourd'hui une séquence d'apprentissage télévisée intitulée Le message nerveux, destinée aux élèves de la 4e année sciences expérimentales et sport, et ce sous l'assistance pédagogique de l'inspecteur M. Younes Chali. Pour commencer, je vous rappelle qu'au cours du réflexe myotatique, le message nerveux se propage du fuseau neuromusculaire vers la moelle épinière et de la moelle épinière vers le muscle. Les questions qu'on peut poser, c'est quelle est la nature du message nerveux et quelles sont ses propriétés? Commençons par la détermination des propriétés physiologiques du neurone. Pour ce faire, commençons par l'observation de cette simulation. En effet, l'excitation du neurone le met en activité et déclenche la naissance de messages nerveux. Le neurone répond à l'excitation, il est excitable. Aussi, le message nerveux créé ne reste pas localisé au point d'excitation, mais il se propage. Le neurone conduit le message nerveux, comme on observe dans cette simulation. Il est donc conducteur. Donc, on peut dire que le neurone possède deux propriétés fondamentales, l'excitabilité et la conductibilité. Commençons par la détermination de la nature du message nerveux. Pour ce faire, on se base sur le titre des résultats des expériences. Ces expériences, donc généralement, utilisent comme fibre nerveuse la fibre nerveuse ou bien l'axone géant de Kalmar, choisi par les neurophysiologistes à cause du diamètre relativement important par rapport aux autres espèces. Le diamètre est d'environ 1 mm. La première expérience, on va essayer de mettre les électrodes réceptrices branchées à un oscilloscope afin de déterminer la différence de potentiel. Si les électrodes réceptrices sont placées à la surface, la DDP enregistrée est nulle, donc le liquide extracellulaire est isopotentiel. Ce résultat est enregistré aussi si on va placer les électrodes réceptrices, les deux, à l'intérieur de la fibre nerveuse. Mais si maintenant on introduit une électrode à l'intérieur de la fibre nerveuse et l'autre électrode reste à la surface, c'est-à-dire dans le milieu extracellulaire, on enregistre une différence de potentiel, comme vous observez sur l'oscilloscope, stable, permanente, est égale à moins 70 mV. Cette DDP membranaire enregistrée s'appelle potentiel de repos. Déduisons maintenant que le potentiel de repos est la différence de potentiel qui existe entre la surface de la fibre nerveuse et son milieu intérieur. Cette DDP enregistrée est constante, négative, de l'ordre de moins 70 mV. Aussi, la surface de la fibre nerveuse est chargée positivement alors que l'intérieur est chargé négativement. La membrane plasmique de la fibre nerveuse est donc polarisée. Comme il a été montré dans ce document, on observe que l'intérieur de la fibre nerveuse est chargé négativement alors que l'extérieur est chargé positivement. Donc la membrane de la fibre nerveuse possède deux pôles, un pôle négatif face au milieu intracellulaire et un pôle positif face au milieu extracellulaire. La question qu'on peut poser est quelle est l'origine du potentiel de repos? Nous pensons que la composition ionique de la fibre nerveuse intervient dans l'explication du potentiel de repos. Pour ce faire, on vous donne ce tableau et on va essayer de l'exploiter afin de formuler une hypothèse sur l'origine du potentiel de repos. Ce tableau montre la composition ionique en sodium, potassium, chlore, gros anion A- ou bien R-, dans le liquide intracellulaire ainsi que dans le liquide extracellulaire. Observons bien que les ions sodium sont plus concentrés dans le liquide extracellulaire. Par contre, les ions potassium sont plus concentrés dans le liquide intracellulaire. Les ions chlore sont plus concentrés dans le liquide extracellulaire, alors que les gros anions sont plus concentrés dans le liquide intracellulaire. Les résultats des dosages indiqués dans le tableau ci-dessus montrent que le liquide extracellulaire est fortement concentré en sodium et chlore, alors que le liquide intracellulaire est fortement concentré en potassium et gros anions. L'hypothèse qu'on va poser est
Le potentiel de repos s'explique par la répartition inégale des ions Na+ et K+, de part et d'autre de la membrane du neurone. On a montré que la différence de potentiel de repos s'annule si la solution intracellulaire est identique à la solution extracellulaire. Donc, la question qu'on peut poser, comment peut-on expliquer le maintien de déséquilibre des ions sodium et potassium de part et d'autre de la membrane de la fibre? Afin de déterminer l'origine ionique du potentiel de repos, rappelons que la membrane plasmique du neurone sépare un milieu extracellulaire et un milieu intracellulaire. Le milieu extracellulaire est chargé et très concentré en ion sodium. Par contre, le milieu intracellulaire est très concentré en ion potassium. Les ions sodium ont tendance de diffuser à travers des protéines canaux localisées au niveau de la membrane afin d'assurer un équilibre de concentration entre le liquide extracellulaire et le liquide intracellulaire. De même, les ions potassium ont tendance de diffuser à travers des protéines canaux localisées dans la membrane plasmique afin d'assurer un équilibre de concentration de part et d'autre. Les ions Na+ diffusent vers le milieu intracellulaire, alors que les ions potassium diffusent vers le liquide extracellulaire. Ce transport s'effectue à travers des canaux s'appellent canaux de fuite, assurant ou bien s'effectue par un transport passif. Maintenant, si on admet uniquement la diffusion passive de ces ions à travers la membrane, il va y avoir, après un certain temps, un équilibre de concentration de part et d'autre. À ce moment-là, le potentiel de repos s'annule, mais on a dit que dans les conditions physiologiques normales, le potentiel de repos est constant, permanent, en absence de toute stimulation. Certainement, il y a un autre mécanisme faisant intervenir d'autres structures qui maintient l'équilibre de concentration. C'est ce qu'on appelle la pompe Na+, K+. Cette pompe, elle assure la sortie de 3 Na+, et l'entrée de 2 K+, contre leur gradient de concentration. Cette pompe ATPasique assure un transport couplé, c'est-à-dire à la fois transport des ions Na+ et K+. Cette pompe aussi, elle nécessite de l'énergie sous forme d'ATP. En effet, l'hydrolyse de l'ATP fournit de l'énergie nécessaire pour assurer ce pompage des ions. En plus, cette pompe Na+, K+, nécessite une température bien déterminée. Par exemple, chez le calmar, la température est légèrement inférieure à celle enregistrée chez l'espèce humaine. Ce transport par la pompe sodium-potassium est tout à fait un transport actif. L'intérieur de la fibre nerveuse est chargé négativement, alors que donc l'extérieur de la fibre nerveuse est chargé positivement. On va déduire maintenant que l'inégalité de concentration des ions Na+ et K+ de part et d'autre de la membrane est déterminée par une diffusion passive des ions Na+ et K+, selon le gradient de concentration décroissant lié à la propriété de la membrane, la perméabilité sélective. Aussi, il y a un transport actif des ions sodium et potassium contre le gradient de concentration assuré par la pompe Na+, K+, qui nécessite de l'énergie sous forme d'ATP. Et il faut signaler aussi qu'il s'agit d'un transport couplé. Par exemple, la pompe ne peut pas assurer la diffusion ou bien la sortie des ions Na+, s'il n'y a pas également entrée des ions K+. Le potentiel de repos est enregistré en absence d'excitation. La question qu'on peut poser, que se passe-t-il si la fibre nerveuse est stimulée? Donc, on dispose maintenant d'une fibre nerveuse de calmar au niveau duquel on va implanter des électrodes stimulatrices, des électrodes réceptrices qui sont espacées par une distance bien déterminée. On va implanter R1, R2, R3 qui sont des électrodes réceptrices branchées à des oscilloscopes, oscilloscope 1, oscilloscope 2 et aussi oscilloscope 3, et qui sont reliées à une électrode
de référence. Ce tableau montre les résultats des expériences. En effet, la stimulation de la fibre nerveuse par une intensité I1 donne au niveau de l'oscilloscope OA une légère dépolarisation, c'est une variation de la DDP membranaire de repos. Cette légère dépolarisation est enregistrée au niveau de l'oscilloscope O2, mais moins ample. Au niveau de l'oscilloscope O3, on a enregistré un potentiel de repos. Maintenant, si on augmente l'intensité de stimulation appliquée au niveau de la fibre, on va enregistrer au niveau de l'oscilloscope O1 une légère dépolarisation, mais plus ample que celle enregistrée suite à la stimulation par I1. Cette dépolarisation diminue d'amplitude pour être enregistrée au niveau de O2. On a dit que c'est moins ample. Et au niveau de O3, on a enregistré aussi un potentiel de repos. Si on vous demande d'analyser ces résultats, qu'est-ce qu'on peut dire? Les déductions sont les stimulations S1 et S2 sont inefficaces. Leurs intensités sont infraliminaires. Les potentiels enregistrés sont graduables, à décrément spatial et donc non propageables. C'est ce qu'on appelle potentiel local. Donc, ce qu'on a enregistré au niveau de O1 et O2, ce sont des potentiels locaux. Maintenant, que se passe-t-il? Donc, si on va augmenter l'intensité de stimulation, l'augmentation de l'intensité de stimulation, par exemple I3 supérieur à I2, enregistre ou bien donne naissance au niveau de l'oscilloscope O1 d'une variation de la DDP membranaire qui passe de moins 70 mV jusqu'à plus 30, puis revient à sa valeur initiale. Le même phénomène électrique est enregistré aussi au niveau de O2. C'est le même aussi enregistré au niveau de l'oscilloscope O3. Si on augmente maintenant l'intensité de stimulation I4 est supérieure à I3, on va enregistrer au niveau de l'oscilloscope O1 le même phénomène électrique, aussi au niveau de O2 et aussi de même au niveau de O3. Ce phénomène électrique est appelé potentiel d'action. Les déductions qu'on peut l'énoncer sont les stimulations S3 et S4 sont efficaces, l'intensité I3 et I4 sont des intensités liminaires ou bien supraliminaires. En effet, l'intensité I3 est la première intensité minimale qui a donné un potentiel d'action, c'est une intensité liminaire. Par contre, l'intensité I4, elle est supérieure à I3, c'est une intensité dite supraliminaire. L'amplitude du potentiel d'action, comme vous observez, est la même, ne change pas, ne varie pas, quelle que soit l'intensité de stimulation. Donc, le potentiel d'action est non graduable. Le PA aussi est propageable sur une longue distance. Le même phénomène électrique enregistré en O1, O2 et aussi O3. Maintenant, le potentiel d'action. Pour déterminer la définition du potentiel d'action, on se base sur l'observation de cette simulation. La stimulation efficace au niveau d'une fibre nerveuse enregistre une variation de la DDP membranaire qui atteint plus 30 et revient à sa valeur. Donc l'amplitude, c'est 100 mV. Donc le potentiel d'action est une modification brusque et passagère du potentiel de membrane. La DDP passe de moins 70 mV jusqu'à plus 30 mV, puis revient à sa valeur initiale. Pour décrire le potentiel d'action, on va essayer de prendre un électroneurogramme et on va essayer de déterminer quelles sont les phases qui les constituent. En effet, on distingue que le potentiel d'action renferme les constituants suivantes. Tout d'abord, O, c'est ce qu'on appelle artefact de stimulation. C'est le moment au niveau duquel on a appliqué la stimulation efficace. OA, c'est le temps de latence, temps émis par le message nerveux pour passer de l'électrode stimulatrice à l'électrode réceptrice. Il faut signaler que ce temps de latence est commandé par l'expérimentateur. Par exemple, s'il va mettre les électrodes stimulatrices et réceptrices sont éloignées, à ce moment-là, le temps de latence il est important. Par contre, si les électrodes réceptrices et stimulatrices sont très proches, ce temps de latence peut ne pas être enregistré ou bien il est très très limité. Maintenant, il y a une phase ABC ascendante, c'est ce qu'on appelle la phase de dépolarisation. La négativité interne
elle diminue, s'annule en B et s'inverse en positivité. La phase descendante, CDE, c'est ce qu'on appelle phase de repolarisation. La positivité interne enregistrée au point C diminue, s'annule en D et change en négativité. Et enfin, la dernière phase du potentiel d'action est EF, c'est la phase d'hyperpolarisation. La négativité interne continue à augmenter et dépasse celle du potentiel de repos. Puis, elle augmente légèrement pour revenir à l'état de repos. La question qu'on peut l'énoncer, expliquer l'origine du potentiel d'action, comme on a fait pour le potentiel de repos. Afin donc d'expliquer l'origine unique du potentiel d'action, comme on a fait pour le potentiel de repos, on vous propose d'analyser ce document qui représente l'électroneurogramme, la variation de la DDP membranaire suite à une stimulation efficace, la perméabilité de la membrane de la fibre vis-à-vis des ions sodium et potassium. Ce qui est représenté en noir, c'est le potentiel d'action. Ce qui est représenté en rouge, c'est la perméabilité aux ions sodium. Et ce qui est représenté en violet, c'est la perméabilité membranaire aux ions potassium. Remarquons bien que durant la phase de dépolarisation AC, la perméabilité de la membrane aux ions Na+, augmente rapidement, ce qui permet l'entrée massive de ces ions dans le neurone, entraînant une diminution de la négativité interne. Par contre, durant la phase de repolarisation CE, la perméabilité de la membrane aux ions sodium diminue, comme vous observez donc à ce niveau-là, alors que celle de potassium augmente, mais progressivement, ce qui permet la sortie massive de ces ions et augmente la négativité interne. Durant la phase EF, hyperpolarisation, la sortie des ions potassium se poursuit, d'où l'augmentation de la négativité interne. Pour conclure maintenant, au cours du potentiel d'action, on constate une variation de la perméabilité de la membrane de la fibre nerveuse aux ions sodium et potassium. Afin d'expliquer l'origine du potentiel d'action, on vous demande donc d'observer cette simulation qui montre à la fois le phénomène électrique enregistré suite à une stimulation efficace au niveau d'une fibre nerveuse, ainsi que la membrane de la fibre nerveuse. En effet, la stimulation efficace est dès que la DDP membranaire atteint moins 50 mV, on a remarqué qu'il y a des types de canaux qui s'appellent canaux à Na+, qui s'ouvrent à moins 50 mV. Ces canaux se ferment à plus 30 mV. Donc ces canaux s'ouvrent et se ferment selon la DDP membranaire. C'est pour cette raison ils sont appelés CVD, c'est-à-dire canaux voltage dépendant, ou bien parfois on dit CIVD, canaux ioniques voltage dépendant. Dès que la DDP membranaire atteint plus 30 mV, à ce moment-là, ces canaux se ferment et il y a ouverture d'autres canaux qui s'appellent canaux voltage dépendant à potassium. Ces canaux assurent la sortie des ions K+, puisqu'ils sont localisés dans le liquide intracellulaire. Ces ions K+, diffusent vers le liquide extracellulaire. Ces canaux vont être ouverts durant une certaine période après la phase de repolarisation. Afin de mieux expliquer cette simulation, on revient à notre également illustration qui montre la membrane plasmique, donc les liquides extracellulaires, le liquide intracellulaire. On a observé précédemment que les canaux de fuite assurent la diffusion de Na+, les canaux de fuite AK+ assurent la diffusion des ions K+ vers le liquide extracellulaire. Ces canaux assurent un transport passif. On a aussi montré l'existence d'une pompe Na+, K+, transport couplé. Mais suite à la stimulation efficace, on a montré la mise en jeu d'autres canaux qui s'appellent les CVD. Ces canaux, durant la phase de dépolarisation, les canaux à K+ sont fermés. Par contre, les canaux à Na+, sodium, sont ouverts, assurant une diffusion et entrée de Na+ vers le liquide intracellulaire.
cette entrée est massive, ce qui assure l'augmentation de charge positive à l'intérieur donc de la fibre nerveuse, alors que le liquide extracellulaire s'appauvrit en ions Na+, qui sont de charge positive, ce qui rend le milieu extracellulaire chargé négativement. Donc, l'entrée massive des ions Na+, dans la fibre nerveuse entraîne une diminution de la négativité interne, ce qui explique la dépolarisation. Passons maintenant à l'explication de la phase de repolarisation du potentiel d'action. Les canaux de fuite, comme on a observé précédemment, sont toujours fonctionnels, la pompe est toujours aussi fonctionnelle, les CVD à Na+ se ferment à plus 30, alors que donc les CVD à K+ s'ouvrent, assurant un flux sortant donc de K+, qui sont chargés positivement. Donc le liquide intracellulaire s'appauvrit en charge positive, ça devient négatif, alors que donc le liquide extracellulaire donc, devient chargé positivement. Donc, la sortie massive des ions potassium de la fibre nerveuse entraîne l'augmentation de la négativité interne. Passons à l'explication de la phase d'hyperpolarisation de potentiel d'action. Les canaux de fuite et la pompe sont toujours fonctionnels. Les CVD à Na+ sont fermés. Les CVD à K+ sont encore ouverts, assurant une poursuite de sortie de potassium vers le liquide extracellulaire. Donc, le liquide intracellulaire, ça devient chargé très négativement, alors que le liquide extracellulaire est chargé positivement. La sortie de K+ se poursuit, d'où l'augmentation de la négativité interne. Donc, que se passe-t-il si on applique deux stimulations efficaces au niveau de la fibre nerveuse? En un même point d'une fibre nerveuse isolée, on exerce deux stimulations efficaces et rapprochées, mais avec un décalage de temps de plus en plus élevé. Les tracés ci-dessous montrent les résultats obtenus. La stimulation maintenant, S1, ça donne un potentiel d'action. La stimulation S2, elle est appliquée durant la phase de repolarisation du premier potentiel d'action. Elle passe inaperçue. La fibre n'a pas répondu à la stimulation efficace, la deuxième stimulation. La stimulation S2 est faite pendant la phase de repolarisation. Elle est sans effet. La fibre est donc inexcitable pendant un PA. Si on applique une stimulation S2, mais qui est un peu décalée par rapport à la première, la stimulation S2 est faite après le potentiel d'action. Elle est aussi sans effet. La fibre est encore inexcitable. Maintenant, si la stimulation S2 est faite après le PA d'un décalage plus élevé, elle donne un potentiel d'action. La fibre est redevenue excitable. Observons bien dans ces trois documents que si les stimulations efficaces sont très rapprochées, la fibre ne peut répondre qu'à une seule stimulation. La deuxième, c'est comme si on n'a pas stimulé la fibre, ça passe inaperçu. Donc on peut dire que la fibre nerveuse ne peut pas répondre à une stimulation, même si efficace, qu'après une certaine période appelée période réfractaire. Récapitulons maintenant. La fibre nerveuse, après avoir été le siège d'un PA, suite à une stimulation efficace, ne peut pas réagir immédiatement à une nouvelle stimulation pendant quelques millisecondes. C'est la période réfractaire. Elle est due à la fermeture momentanée des CIVD à sodium après la repolarisation. Les CIVD sont inactivés, ou bien on peut dire aussi qu'au cours de laquelle la pompe rétablit la répartition ionique de repos. Récapitulons les caractéristiques du PA qu'on a observées précédemment. Le potentiel d'action a une amplitude constante, toujours égale à 100 mV. Le potentiel d'action ne répond que s'il y a une stimulation efficace d'intensité liminaire ou bien supraliminaire, et il donne toujours le même PA. On dit que le PA obéit à la loi de Tutorial. En effet,
lorsque le seuil de dépolarisation n'est pas atteint, le potentiel d'action n'apparaît pas, c'est le rien. Alors que lorsque le seuil est atteint, l'amplitude de la réponse est d'emblée maximale, c'est le tout. Donc, le potentiel d'action a une durée constante d'environ 1 milliseconde. Passons maintenant à une évaluation formative afin de tester les connaissances de ce qu'on a vu précédemment. Cette évaluation est donnée sous forme d'un tableau. Je vous donne le tableau, je vous donne quelques secondes et on va répondre ensemble. Ce tableau montre les canaux ioniques qu'on a observés durant cette séquence d'apprentissage, canaux de fuite à Na+, canaux de fuite à K+, canaux voltage dépendant à sodium, canaux voltage dépendant à potassium. On va identifier et déterminer la localisation, les conditions de fonctionnement, le sens de mouvement des ions. On va répondre maintenant. Concernant les canaux de fuite, localisation, c'est la membrane de la fibre nerveuse, toujours ouvert. Le sens de mouvement, entrée de Na+, et il faut signaler que c'est une entrée passive. Les canaux de fuite à K+, localisés aussi dans la membrane de la fibre nerveuse, toujours ouverts, assurent une sortie de potassium. Les canaux voltage dépendants, localisés dans la membrane de la fibre nerveuse, s'ouvrent à moins 50 mV et se ferment à plus 30. Et c'est pour cette raison sont appelés CVD. Ces canaux assurent l'entrée de Na+, et assurent la dépolarisation observée au niveau d'un PA, potentiel d'action. Les canaux voltage dépendants à potassium, localisés dans la membrane de la fibre nerveuse, s'ouvrent à plus 30 mV, se ferment à environ moins 80 mV et assurant une sortie de potassium, pouvant expliquer la repolarisation et aussi l'hyperpolarisation. Passons à une seconde évaluation formative afin de tester nos acquis concernant le message nerveux. Je lis pour vous. Le document 1 illustre les mouvements ioniques de sodium et de potassium à travers 3 structures A, B et C d'une portion de la membrane d'une fibre nerveuse. Première question. Nommez les structures A, B et C de document 1. Question 2. Exploitez les informations dégagées de document 1 et vos connaissances en vue de préciser l'origine ionique de potentiel de repos et de déterminer l'état de la fibre nerveuse. Troisième question. Décrivez la variation de la perméabilité de la membrane de la fibre nerveuse lorsque son potentiel atteint plus 30 mV. Je vous laisse quelques secondes à réfléchir et par la suite, on va répondre ensemble. Voilà, on va répondre maintenant. Le document 1 illustre les mouvements ioniques de sodium et de potassium à travers 3 structures A, B et C. Nommez les structures A, B et C de document 1. La réponse. La structure A, canaux de fuite. On observe bien que ces canaux sont ouverts et assurent l'entrée de Na+, et sortie de K+. Mais pour savoir ça, il faut bien observer le document pour savoir où est localisé le milieu extracellulaire et le milieu intracellulaire. Concernant la structure B, il s'agit de pompe ionique sodium-potassium. La structure C, canaux voltage dépendant. Il y a un canal qui est fermé et un autre canal qui est ouvert. Deuxième question. Exploitez les informations dégagées de document 1 et vos connaissances en vue de
Préciser l'origine unique du potentiel de repos. Déterminer l'état de la fibre nerveuse. La réponse, le potentiel de repos est dû à la répartition inégale des ions sodium et potassium de part et d'autre de la membrane cytoplasmique, qui s'explique par la perméabilité sélective de la membrane aux ions sodium et potassium, la présence de la pompe sodium-potassium, une enzyme, nécessite l'ATP et transporte les ions sodium et potassium contre leur gradient de concentration. Question B. Le document A représente la phase de dépolarisation de la membrane lors d'un potentiel d'action. Justification. Il y a entrée massive des ions sodium due à l'ouverture des CVD à sodium alors que les CVD à K+ sont fermés. On observe bien que les CVD à Na+ sont ouverts, ce qui assure un flux entrant de Na+, donc c'est la phase de dépolarisation. Pour la troisième question, il s'agit de décrire la variation de la perméabilité membranaire aux ions sodium et potassium lorsque le potentiel atteint plus 30 mV. La réponse, lorsque le potentiel de la membrane atteint plus 30 mV, la perméabilité aux ions potassium augmente par ouverture des canaux voltage dépendant à K+, alors que donc les canaux voltage dépendant à sodium se ferment, d'où la diminution de la perméabilité membranaire à ces ions. Donc la membrane devient plus perméable aux ions potassium qu'aux ions sodium. Durant cette séquence d'apprentissage, on a vu la nature du message nerveux. La question qu'on peut poser, comment naîtra ce message? C'est ce que vous allez voir prochainement avec mes collègues. Merci pour votre attention et à bientôt.